Donc nous avons évoqué au cours de la première table ronde les espoirs suscités par les traitements. Mais donc en attendant ces médicaments, il est évidemment primordial de mieux accompagner les personnes malades. Et donc nous allons vous présenter une très belle initiative et aussi un point majeur sur les interventions non médicamenteuses. Là aussi, deux présentations qui sont très attendues. On est très heureux d'accueillir donc le docteur Franck Thiriat. Vous êtes médecin coordonnateur, gériatre à l'Institut de réadaptation du Cap Horn et vous allez nous présenter l'unité Frégate dans quelques instants. Très heureux également d'accueillir donc le professeur Grégory Nino, donc président de la Non-Pharmacological Intervention Society, directeur adjoint de l'Institut de Brest d'épidémiologie et de santé publique, chargé de recherche en soins de support à l'Institut du cancer de Montpellier. Donc deux présentations et après bien sûr vous aurez la parole pour les questions. Je vais demander à nos deux invités vraiment de concentrer leurs propos pour que nous puissions avoir un temps d'échange. Donc peut-être docteur Thiriat, je vous laisse prendre la parole et nous présenter l'unité Frégate, une activité de soins et de réadaptation dédiée donc aux patients souffrant de troubles neurocognitifs en région Bretagne, mais je vous laisse nous en dire plus. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je remercie l'association de m'avoir invité à participer à ces rencontres. C'est un honneur pour moi. Et c'est une joie de venir vous partager le retour d'une expérimentation menée en région Bretagne pour mieux accompagner les personnes malades en soins médicaux et de réadaptation. Dans un premier temps, je souhaiterais vous présenter un peu le contexte et le cadre dans lequel est né ce projet pour en comprendre les intérêts et les enjeux. Puis, je vous présenterai un peu l'organisation générale de cette unité, ce service, avant de vous partager le retour des données que nous avons suite à plus d'un an d'ouverture du service. Donc, tout d'abord, le contexte. On parle de soins médicaux et de réadaptation. Donc pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le système hospitalier, il s'agit des structures qui ont pour vocation d'accueillir les patients suite à une perte d'autonomie consécutive à une pathologie aiguë ou chronique, et donc elles vont bénéficier de séances de rééducation, l'objectif étant de leur faire récupérer leur autonomie antérieure pour pouvoir rentrer à domicile. Donc on accueille des personnes à suite à un passage en clinique, en hôpital ou directement du domicile. Qu'en est-il de cet accès au SMR pour les patients qui souffrent de troubles neurocognitifs? Le constat, c'est qu'il existe des freins en France à cet accès. D'une part, il y a des préjugés qui sont existants, qui vont être une perte de chance pour les patients. Certains considèrent qu'en raison de l'altération des fonctions cognitives, il va y avoir un défaut de participation aux séances, voire une incompréhension, donc elles ne seraient pas pertinentes. Et l'autre volet va être plutôt organisationnel, et celui-ci est bien connu des instances, puisque dans un rapport d'activité de l'ARS Bretagne de 2016, elles étaient déjà relevées. Il s'agit de la prévalence élevée des symptômes psychocomportementaux, avec un épuisement des équipes lorsqu'elles ne sont pas en effectif suffisant, et des difficultés d'orientation en aval avec un allongement des durées moyennes de séjour dans ces services, en raison de situations complexes et de difficultés à trouver des solutions pour le devenir. Malgré ces freins à l'accès, le besoin, quant à lui, il est croissant et il va l'être encore plus dans les années à venir avec le vieillissement de la population française. Depuis les années 2000 et les plans Alzheimer successifs, ce sont toutes des structures qui se sont développées. C'est une véritable filière de soins Alzheimer qui s'est développée en France et on a vu la naissance d'unités nouvelles. Je pense surtout aux unités d'hébergement renforcées dans le médico-social et aux unités cognitivo-comportementales dans le secteur sanitaire, qui ont pour vocation principale d'apporter une solution aux troubles psychocomportementaux en cas de crise. Pour autant, les patients vont être hospitalisés, vont être sujets à d'autres maladies. Et qu'en est-il dans ces situations-là? La feuille de route maladie neurodégénérative 2021-2022 venait souligner la nécessité d'adapter la prise en charge hospitalière. Effectivement, elle relève à juste titre que dans la littérature, on observe une aggravation de la perte d'autonomie et une surmortalité chez ces patients comparativement aux autres populations. C'est donc sur cet horizon que l'Agence régionale de santé Bretagne a lancé en octobre 2021 un appel à projet pour l'ouverture de 4 unités, une par département, visant à accueillir les patients souffrant de troubles neurocognitifs dans les suites d'une décompensation somatique aiguë, dont l'objectif est d'apporter une prise en charge rééducative correspondant aux
correspondant au potentiel de récupération du patient, mais également dont le programme de soins et l'accompagnement sont adaptés à la maladie neurocognitive sous-jacente pour prévenir des décompensations, notamment psychocomportementales. C'est donc l'unité du Finistère, qui s'appelait à la base unité Frégate, que je viens vous présenter. La particularité parmi les 4 sites, c'est que notre service a d'emblée fonctionné comme une unité indépendante. L'architecture s'y portait avec 12 lits. Donc, contrairement aux autres sites qui bénéficiaient de 5 lits au milieu de SMR gériatriques, nous avons fonctionné indépendamment en vraie unité. Le nom a changé au cours du temps. Nous l'avions baptisé SSR Alzheimer, nous l'avons appelé SMR MNE, soins médicaux et de réadaptation, pour les patients souffrant d'une maladie neurocognitive évolutive. C'est parce que c'était source de confusion à la base, le terme Alzheimer, pour les adresseurs, pour les patients, pour les familles. Vous verrez, plus du tiers des patients accueillis n'ont pas de diagnostic. Nous n'accueillons pas que des patients avec maladie d'Alzheimer, donc c'était pour écarter un peu cette ambivalence. 3 piliers dans le projet de soins: un environnement pensé et adapté pour les patients, des soins et un accompagnement spécifique, et un programme de rééducation, réadaptation. L'architecture, vous avez ici un plan du service, donc je l'ai dit, ce sont 12 lits en chambre individuelle. Les patients ont un accès à l'extérieur dans un jardin thérapeutique et l'ensemble est sécurisé. Je le dis d'emblée, les patients ne restent pas enfermés dans le service durant les 3-4 semaines de séjour. Ils ont accès au plateau de rééducation à l'extérieur et bien sûr, le profil cognitif le permet et lorsqu'ils sont accompagnés de leurs proches, ils peuvent sortir de l'unité. On dispose également d'un salon, un espace de vie commune, d'une salle de restauration permettant aux patients de manger ensemble le midi et le soir, d'un espace de détente Snozellen et d'une salle d'activité. L'enjeu ici, c'était de répondre à un besoin de sécuriser les locaux et d'autre part de respecter la liberté d'aller et venir des patients. La contradiction en France dans les SMR, c'est d'accueillir des personnes qui sont là pour récupérer la marche, les faire retrouver une mobilité et d'avoir recours à la contention physique ou chimique parce que justement, ils sortent des chambres, il y a des intrusions dans les chambres, ils risquent de sortir de l'établissement. Donc l'avantage de cet environnement, c'est qu'ils sont libres de circuler. Le projet de soins et d'accompagnement est adapté et comme vous le voyez, il est multidisciplinaire. De multiprofessionnels interviennent. Alors c'était pour moi l'occasion un peu de les faire sortir de l'ombre parce que ce sont eux qui travaillent au quotidien auprès des soignants et je souhaitais les mettre également à l'honneur. Donc ils ont tous reçu une formation en gérontologie avec une sensibilité particulière pour la iatrogénie liée aux soins. Un deuxième volet de formation, c'était concernant la maladie neurocognitive, les comprendre les mécanismes, comprendre comment évoluent les maladies, pourquoi des symptômes psychocomportementaux peuvent se développer au cours de la maladie, comment adapter leur accompagnement, leur posture, leur savoir-faire, savoir-être, savoir recourir à des ateliers flash, à des interventions non médicamenteuses, et puis tout un programme pour prévenir la dénutrition également. Donc là aussi, pluriprofessionnel, les soignants mangent avec les patients le midi et le soir. L'orthophoniste intervient une fois par semaine pour faire des bilans et repérer d'éventuelles fausses routes. La diététicienne va adapter les textures, enrichir les repas, et les ergothérapeutes vont adapter des couverts ergonomiques aux besoins. Le projet, donc ils sont là pour de la rééducation. Ce programme va composer 2 volets. Un programme de rééducation-réadaptation propre au motif d'admission qui a justifié l'entrée du patient en SMR. Et puis d'autre part, un programme de stimulation cognitive, voire réhabilitation cognitive, suivant le stade de la maladie. Donc là, les rééducateurs vont proposer des ateliers toute la semaine, du lundi au vendredi. Donc il va faire intervenir toute l'ingéniosité des professionnels, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, éducateurs d'activités physiques adaptées, mais également neuropsychologues et psychologues. Enfin, pour être complet, une prise en charge globale, c'est l'accompagnement des aidants qui a été réfléchi en amont. Donc déjà par des informations, un accompagnement tout au long du séjour, avant l'admission du patient et jusqu'à sa sortie, par les soignants, par l'assistante sociale, par l'infirmière coordinatrice et le médecin. Un accompagnement en hôpital de jour leur est proposé pour un bilan médico-psychosocial et un accompagnement. On essaie de faire un repérage des fragilités car souvent les aidants malheureusement se négligent. Et on essaie de créer du lien avec les associations, la 2MCL, France Parkinson, mais aussi France Alzheimer 29. On a la chance dans notre établissement d'avoir les bénévoles de l'association qui interviennent toutes les 3 semaines pour rencontrer les familles.
C'est très important pour nous l'enjeu, puisqu'on n'est qu'un passage dans le parcours de soins du patient, et quand il y a le retour à la maison, qu'il y ait des liens qui se créent avec les associations, qu'ils prennent connaissance de toutes les aides possibles et des actions menées, est primordial. Donc voilà un peu l'organisation. Maintenant, un retour de notre expérience après plus d'1 an d'ouverture. C'était une unité pilote, donc on avait un rapport d'activité à remettre à l'ARS. De nombreuses données ont été recueillies. On a pu faire des analyses statistiques, nous pousser un petit peu plus les données. Quoi qu'il en soit, elles étaient beaucoup trop nombreuses pour tout vous présenter, donc ça va rester succinct, mais elles devraient faire l'objet d'une publication prochaine. De mars 2022 à mars 2023, ce sont 149 patients que nous avons accueillis, d'un âge moyen de 85 ans avec une majorité de femmes à 63%, donc une population gériatrique classique en SMR. 95% des patients vivaient au domicile avant leur admission. 2 critères d'admission, troubles neurocognitifs et décompensation somatique aiguë. Le profil neurocognitif des patients était assez varié, 44% de maladies d'Alzheimer, démence vasculaire ou mixte. Plus du tiers des patients n'avaient pas de diagnostic à leur admission, 38%. Enfin, on accueillait également des patients parkinsoniens, maladies à corps de Lévy, d'autres formes plus rares, dégénérescence lobaire, frontotemporale par exemple. Le MMSE global moyen des patients était de 14,9, soit un stade plutôt modéré de la maladie, voire sévère. La décompensation somatique aiguë, dans un tiers des cas, les patients étaient admis suite à une intervention chirurgicale, ostéo-articulaire, viscérale, vasculaire, et dans 2 tiers des cas, suite à une problématique médicale. Quant au refus d'admission, ça concernait les demandes pour troubles psychocomportementaux pouvant relever d'une unité cognitivo-comportementale, les maintiens à domicile difficiles relevant d'un répit, d'un hébergement temporaire, des situations cliniques chroniques pouvant relever de soins en ambulatoire, et enfin des patients grabataires, GIR 1, sans objectif spécifique de rééducation. Donc pour évaluer les bénéfices pour les patients d'un passage chez nous, on a relevé des scores pour évaluer l'autonomie des patients, leur état nutritionnel, leur mobilité, comment est-ce qu'elle évolue de l'entrée à la sortie. Est-ce qu'il y avait un impact sur l'ordonnance médicamenteuse et notamment les psychotropes? Quelle était la durée moyenne de séjour et le devenir de ces patients? Donc pour évaluer l'autonomie, 3 scores ont été relevés. Le score de dépendance physique au PMSI, c'est un score spécifique en fait à la rééducation qui permet aux établissements d'avoir des financements. Et comme vous le voyez, on évalue l'autonomie au quotidien, l'habillage, la toilette, la locomotion, l'alimentation, la continence. Et on va scorer le patient de 1 à 4. 1, il fait tout seul. 4, il est totalement dépendant. 2, c'est une guidance. 3, c'est une aide partielle. Et le score va s'étaler de 4 à 16. Donc, sans surprise, à l'arrivée, les patients avaient une moyenne de 11,2 puisque la dépendance était élevée, ils ont perdu leur autonomie lorsqu'ils arrivent. Et on voit à la sortie un score moyen de 9 avec une puissance statistique significative. Le score de dépendance cognitive au PMSI, quant à lui, va s'intéresser à la communication, le comportement, l'orientation et la cohérence du patient. Avec le même scorage, il va s'étendre de 2 à 8 et le score moyen d'entrée était de 4,1. À la sortie, il s'abaisse à 3,7 et ce, de manière significative au test statistique. Ça s'explique également, je pense, parce que l'importance des syndromes confusionnels suite à la décompensation aiguë en médecine ou chirurgie, qui dans cet environnement un peu cocooning, plus adapté, se corrige rapidement lors des premiers jours. Un autre score qui est classique dans les études gériatriques, c'est l'ADL. Il reprend les mêmes ETM précédents, mais cotés différemment. Et on voit qu'en toute cohérence, avec un score d'autonomie de 3,5 à l'entrée en moyenne, à la sortie, une amélioration statistiquement significative de 4,1. Concernant l'état nutritionnel, nous avons classé les patients à l'entrée et à la sortie suivant les critères de dénutrition de l'HAS. Donc soit il y avait une dénutrition sévère, soit une dénutrition modérée, soit le patient était non dénutri. Lorsqu'on faisait les comparaisons d'entrée et de sortie, au kit d'homogénéité, il n'y avait pas d'amélioration, de changement significatif de l'état nutritionnel des patients. Ça se confirme sur le poids qui a été suivi à l'entrée et à la sortie, d'un poids moyen de 61 kg d'entrée, le poids moyen de sortie est de 60,7, une légère baisse mais non significative.
La mobilité des patients, c'est le Short Physical Performance Battery Score SPPB qui a été suivi. C'est un score qu'on aime bien en gériatrie. Il est présent dans le programme ICOP et nous permet d'avoir vraiment une vision globale de l'état physique du patient. On va évaluer sa force musculaire, sa vitesse de marche, son équilibre, et il va s'étaler de 0 à 12. 0, il est complètement alité au lit, et 12, il est robuste, il est en très bonne santé. Et entre les deux, l'échelle s'étend d'un état fragile à fragile. Donc à l'entrée, les patients étaient avec une moyenne de 4,5 à ce score et on note une amélioration à 6,3 et ce avec une puissance statistiquement significative également. Sur l'ordonnance médicamenteuse, les patients avaient en moyenne 1,6 médicaments psychotropes à leur entrée et à la sortie 1,3 médicaments. Ça paraît léger comme diminution, mais elle est statistiquement significative. Elle va concerner essentiellement les hypnotiques et les benzodiazépines, avec en parallèle une augmentation significative des antidépresseurs. On observait une légère diminution des neuroleptiques, mais non significative, et il y avait d'autres molécules antiépileptiques, anticholinésterasiques qui restaient inchangées. Sur l'organisation un peu plus globale, la durée moyenne de séjour était de 24 jours, indépendante du motif d'hospitalisation médicale ou chirurgicale, indépendante du trouble neurocognitif sous-jacent, mais dépendante du devenir des patients. Effectivement, en reprenant les groupes, suivant le devenir, on voit que le transfert d'essai, la DMS est de 19,6 jours. Donc je précise qu'il y avait 2% de décès, 17% de transfert. Et concernant les autres patients, un peu plus de la moitié est rentrée à domicile, l'autre moitié est entrée en institution. Ces 40%, ils contiennent les 5% de patients qui vivaient déjà en EHPAD, les hébergements temporaires, et ça n'apparaissait pas dans les résultats que je vous ai montrés, mais en fait, en reprenant les mêmes scores entrée-sortie dans le groupe EHPAD, on montrait une amélioration significative également de l'ensemble des données, mais quand on comparait au groupe sorti à domicile, on voyait que ceux qui allaient en EHPAD, en toute cohérence, étaient ceux qui avaient la dépendance la plus marquée. Donc en synthèse, des bénéfices démontrés pour les patients au cours du séjour, amélioration de leur autonomie, amélioration de leur mobilité, état nutritionnel lui inchangé, amélioration des médicaments par une baisse des psychotropes, une durée moyenne de séjour de 24 jours, ce qui est non négligeable car la moyenne nationale en France en gériatrie est de 34 jours, un patient sur deux qui rentre à domicile. Qu'en est-il de la satisfaction des patients, des familles, des établissements médico-sociaux qui ont accueilli nos patients? Le taux de retour des questionnaires de satisfaction pour nous est un peu le plus représentatif parce qu'il est au-delà de 50%. C'est 68% des patients qui ont répondu au questionnaire aidés d'un aidant, 53% des familles et 100% des EHPAD. Globalement, la satisfaction était très bonne. Concernant les familles, 20% d'entre eux ont été accompagnés en hôpital de jour avec une très bonne satisfaction également. Et 36 familles ont participé aux réunions animées par France Alzheimer du territoire. Ça fait à peu près un quart des familles avec une très bonne satisfaction également. Donc en conclusion, l'unité Frégate, c'est une unité pilote spécialisée en soins médicaux et de réadaptation pour des patients souffrant d'une maladie neurocognitive évolutive après des compensations somatiques aiguës. Des bénéfices ont été démontrés pour les patients, pour leurs familles également, un impact économique en raison d'une DMS maîtrisée et qui est un véritable soutien pour les lits d'amont en médecine et en chirurgie. Par contre, reste la question du devenir. Effectivement, nous sommes une expérimentation, il n'y a pas encore de texte officiel. Donc, y aura-t-il déploiement d'autres unités de lits dédiés dans les filières gériatriques en France? Et puis la réforme du financement des SMR est arrivée le 1er juillet 2023. Donc nous ne savons pas comment nous serons financés en 2024. Est-ce que ce sera une enveloppe budgétaire comme pour les UCC? Ou est-ce qu'on devra fonctionner en parfaite autonomie, ce qui risque d'être compliqué? Pour finir, la liste des remerciements est longue, mais ça montre le travail nécessaire aussi pour fédérer de nombreuses personnes. Je pense à Christophe Coquelin du groupe Helena Santé et Valérie Caumont, la directrice de l'Institut du Cap Horn, qui, dès les prémices de la proposition de monter ce projet, m'ont soutenu et encouragé. Bien sûr, les partenaires du territoire, le Centre hospitalier de Ferdinand Gras, le CHRU de Brest et le professeur Gintric, l'ARS Bretagne, Anne Viviès et Céline Biche pour la confiance qu'elles nous ont accordée, France Alzheimer, Monsieur Jaouen, qui avait pu bénéficier d'une présentation de notre projet en 2021, Madame Françoise Thomas-Toulouzou et tous les bénévoles de l'association pour leur travail au quotidien auprès des familles,
et puis tout le personnel soignant, rééducateur, le pôle de recherche ELENA Santé, sans qui nous n'aurions pas pu avoir autant de données statistiques et autant de données riches et pertinentes pour démontrer l'enjeu et l'importance de déployer ces unités en France. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Thiriat, pour cette... Docteur Thiriat, pour cette très belle action. Et bien sûr, vous gardez vos questions, donc on aura un temps d'échange assez conséquent. Grégory Nino, je vous passe la parole. On a déjà abordé ce matin l'importance des interventions non médicamenteuses dans la maladie d'Alzheimer. Et donc, vous avez travaillé un protocole d'évaluation que je vous laisse peut-être nous présenter. Et là aussi, je crois qu'on pourra vous poser de nombreuses questions au terme de votre présentation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chère Hélène, merci de m'avoir invité. Vraiment, c'est un honneur d'être ici. Effectivement, on va parler d'un mot qu'on appelle INM. Qui connaît ici le mot INM, s'il vous plaît? Essayez de ne pas lire ma diapo, sinon c'est pas drôle. Évidemment, on va dire à peu près 20% de la salle. Vous connaissez le mot RATP? Vous connaissez la signification du mot RER? Moi non, en tout cas. Hein. Moi non. Intervention non médicamenteuse, en fait, c'est un mot qui est voulu par la Haute Autorité de Santé depuis 2011 et qu'il faut faire avancer. Et vous avez effectivement tout à l'heure parlé de la biologie ou de la perspective, en tout cas, de traitement médicamenteux pour la maladie d'Alzheimer. Mais en fait, il n'y a pas que la maladie, il y a aussi du soin. On va soigner des personnes. Et le docteur l'a très bien évoqué ici. Il faut soigner des personnes. Et soigner des personnes, ce n'est pas traiter une maladie. Et potentiellement, effectivement, il y a plein de solutions qu'on doit faire avancer et que la médecine a oubliées. Au siècle dernier, c'était le centre. Et dans ce siècle, on voit bien que mon domaine plus particulier, des soins de support dans le cancer, il faut faire à la fois des traitements médicamenteux, mais aussi des chirurgies, des radiothérapies et des interventions non médicamenteuses. Et dans l'évolution qu'on voit dans la maladie d'Alzheimer, les progrès de diagnostic précoce vont faire que les actions de prévention pour du pré-Alzheimer, pour être schématique, ou au début de la maladie, vont faire en sorte qu'il va y avoir des traitements qui sont finalement de soins et qu'on va appeler les interventions non médicamenteuses. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à un modèle de validation de ces interventions non médicamenteuses. Et tout l'enjeu était de dire, y en a-t-il un ou y en a-t-il plusieurs? Et mon travail, donc à l'Institut d'Hébré de Montpellier, qui n'est pas de Brest, mais de Montpellier, c'est effectivement travailler sur cette méthodologie. Vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué et que pour plein de raisons, je vous donne le message essentiel de ma communication, c'est qu'on a pensé qu'il fallait les évaluer comme les médicaments. Et en voulant les évaluer comme les médicaments, on les a fait disparaître. Ou on ne les a pas mis en place dans les structures, dans les établissements, dans les services de proximité, dans les maisons pluriprofessionnelles de santé. Bref, on les a laissés de côté. Or, aujourd'hui, la santé, la médecine doit avoir une vision globale sur laquelle, oui, il faut penser à la fois à jouer sur l'environnement, au sens large, pour améliorer la qualité de vie des malades, mais potentiellement, il faut aussi penser aux solutions qui sont les interventions non médicamenteuses. Donc, je vais essayer de faire court et constructif. Donc je vais présenter ce modèle standardisé de validation des interventions non médicamenteuses. Donc ce mot est un peu compliqué, je vais vous parler aujourd'hui des INM. Et effectivement, il y a des implications pratiques, ça paraît effectivement une discussion de chercheurs et un propos de chercheurs, mais vous allez voir à quel point la logique que nous avons suivie était d'associer tout de suite et d'emblée des personnes malades, mais aussi des praticiens, mais aussi des opérateurs de santé pour en faire quelque chose de concret et potentiellement demain finançable. Donc, concrètement, ce mot, INM, existe depuis donc, 2011 et la Haute Autorité de Santé demande à l'appeler ainsi. Je sais, il est négatif, je sais, il est moche, je sais, il est étayé sur le médicament, alors qu'on parle de non médicamenteux, mais je voudrais me donner un message important, il ne s'agit pas d'anti-médicaments. Il ne s'agit pas de médecine alternative. Je ne suis pas en train de parler de ça. Et effectivement, il y a beaucoup d'amalgames et des familles sont, on va dire, orientées par un certain nombre de personnes avec des pratiques de médecine traditionnelle
en vous disant qu'on a trouvé tel champignon, telle plante ou telle méthode psychologique. Je ne sais pas si vous avez fréquenté ou si vous avez eu dans vos boîtes aux lettres un certain nombre de solutions comme ça, mais beaucoup de personnes qui vont vous dire qu'on va les traiter différemment dans une médecine qui n'est pas une médecine conventionnelle. Et effectivement, les interventions non médicamenteuses ne sont que des solutions de santé pour des diagnostics qui ont été faits par des médecins. Et donc, il y a beaucoup d'amalgames, et hélas, trop d'amalgames, sur lequel, aujourd'hui, le chaînon manquant qui s'appelle intervention non médicamenteuse, il a été quasiment pas développé. Pourquoi? Parce qu'on le confondait soit avec des dispositifs médicaux, on vous a peut-être proposé des jeux vidéo d'entraînement pour la mémoire, ok, mais c'est effectivement des dispositifs médicaux, ou on vous a proposé éventuellement des réflexions génériques sur de santé publique, bougez plus, buvez moins d'alcool, ne fumez pas, etc., et potentiellement il y aura moins d'effets. Bref, on est sur des messages de santé publique, et on les confond avec ces interventions non médicamenteuses, et tout le but était effectivement d'arriver à un modèle de validation de ces interventions non médicamenteuses. Vous savez qu'il n'y en a qu'un dans le monde, il n'y a qu'une manière de valider un médicament. Vous vous rappelez peut-être, pendant la Covid, il y a un Marseillais qui... oui, c'est vrai, il disait 2-3 choses en fait, mais il s'affranchissait du modèle. Et en s'affranchissant du modèle, il pouvait dire des choses. Il pouvait dire des choses. Mais à côté du modèle de validation du médicament. Et en effet, il y a dans le non-médicament quelque chose qui est beaucoup plus compliqué et qui est que un de mes thésards a travaillé sur la revue de la littérature mondiale en disant quels sont véritablement les modèles de validation. Il n'y en a qu'un pour le médicament, combien y en a-t-il pour les INM? Et en fait, on en a trouvé en 2018, là, 46. Donc 46 façons de valider une intervention non médicamenteuse. Donc vous imaginez, la conclusion, on ne sait plus si c'est validé ou pas, puisque finalement, les chercheurs ne sont pas d'accord, les cliniciens ne sont pas d'accord, et potentiellement les patients ne sont pas d'accord. Donc tout l'enjeu était de fabriquer, avec un nombre important de personnes, je vais les remercier, parce que je ne représente qu'une personne parmi 1000, on a travaillé avec 1000 personnes, à la fois des chercheurs en santé publique, des chercheurs spécialistes, des praticiens, des associations de patients, et je voudrais vraiment les remercier, et vous avez été contributifs sur cette thématique, et avec l'idée de travailler de façon itérative et de façon collaborative, et pas les chercheurs savent, et puis on va voir comment on va faire. Non, on a co-construit ce modèle, donc je vous le présente. Donc après une présentation au ministère de la Santé, après une élaboration, je vais passer sur toutes ces questions-là pour qu'on ait le temps de discuter. On arrive en fait à une élaboration co-construite qui arrive en fait à, après le soutien de 27 sociétés savantes et 3 autorités de santé, à une présentation qu'on a réalisée au Sénat le 6 octobre dernier en disant les chercheurs se sont mis d'accord. Bon, on n'a pas fait une petite fumée pour dire qu'on était d'accord, mais pas loin quand même, en disant qu'on a mis 1000 personnes d'accord. Pas simple en France, hein. Et on l'a présenté donc au Sénat en disant nous sommes d'accord, nous, plus 27 sociétés savantes, plus 3 autorités de santé, pour dire maintenant on a une règle du jeu pour que la recherche puisse avancer en identifiant les interventions non médicamenteuses qui seront pertinentes pour les parcours, pour les malades, en prévention et en soins, et peut-être même en guérison, on ne sait jamais, la recherche peut avancer de façon significative. Et donc on l'a présenté à la CNSA, on l'a présenté à l'assurance maladie, tout le monde a trouvé que c'était effectivement très constructif, on est en train de publier là-dessus, et à 14h30, je présente à tous les médecins de l'assurance maladie pour dire effectivement qu'aujourd'hui, on a un modèle d'évaluation, donc vous pouvez aller chercher dans un certain nombre de registres pour effectivement pouvoir prescrire, pouvoir financer ces interventions non médicamenteuses. Donc pour être très concret, c'est quoi une INM et c'est quoi sa définition? Je pense que c'est important de s'arrêter sur cette définition. C'est un protocole, je vais m'arrêter là-dessus, c'est un protocole, donc une approche non médicamenteuse. Et parfois, dans les établissements, on voit des gens arriver en vous disant « on fait une intervention non médicamenteuse ». Ben non, approche Montessori ou approche humanitude est une approche, est une qualité de la relation, mais pas une intervention non médicamenteuse. Et donc, effectivement, c'est donc de prévention ou de soins efficace. Efficace veut dire qu'il y a des bénéfices santé.
significatifs. On sait que ça va avoir des impacts significatifs sur la cognition, sur la mémoire, sur l'autonomie, sur les troubles du comportement, sur l'estime de soi, sur la dépression, etc. Sur plein de marqueurs. C'est personnalisé. Ben oui, c'est pas une recette qu'on va appliquer, c'est bien un protocole qu'on va ajuster à la personne. Elle est référencée. C'est-à-dire qu'on va la fabriquer et on va le mettre dans un référentiel, je vais y venir, et elle est encadrée par un professionnel qualifié dans une structure comme un EHPAD. Et vous voyez, il y a un descriptif un peu plus précis sur lequel cette intervention, elle a une dominante soit psychosociale, soit une dominante nutritionnelle, soit une dominante de physique, et pour être très concret, un programme d'activité physique adaptée, une méthode de stimulation cognitive en psychologie, ou potentiellement un régime pourrait être un élément intéressant, et effectivement, il faut arriver à avancer sur la recherche. Et donc notre travail a consisté à établir ça. C'est que ça. C'est 12 ans de travail, 1000 personnes, bref, des réunions et pas mal d'engueulades quand même. On est français, un peu breton, Monsieur le Président, je ne sais pas si... et on est arrivé finalement à ce modèle consensuel sur lequel, effectivement, vous connaissez peut-être le modèle de validation que j'ai présenté tout à l'heure du médicament. Et là, effectivement, on a mis en place l'idée qu'il faut faire de la recherche mécanistique, mais il faut faire de la recherche prototypique. C'est-à-dire arriver à caractériser ce qu'est l'intervention non médicamenteuse. Ça veut dire très précisément quel est le protocole, avec un début, un milieu, une fin. S'il suffit de jouer aux fléchettes, on joue aux fléchettes. Si en revanche on va utiliser un programme de fléchettes pour arriver à améliorer la motricité fine, on change. Je vais vous le redire, dans le milieu d'Alzheimer, c'est parfois le cas, des musicothérapeutes qui viennent vous voir en disant on va écouter de la musique. Ben non. Un musicothérapeute qui est là pour faire écouter la musique, c'est une activité simplement sociale, extrêmement intéressante, extrêmement pertinente. Mais on est bien dans un EHPAD avec une activité culturelle nécessaire, avec l'intergénérationnel et autres. Mais on n'est pas dans une intervention non médicamenteuse. Si on est dans une méthode de musicothérapie, il y a bien une indication particulière, par exemple, en améliorant un certain nombre d'éléments sur la mémoire. Et donc, de ces études prototypiques, le reste est assez classique, je vais passer, mais on a fait un choix extrêmement fort qui est sur les études interventionnelles. Le monde du médicament impose un essai randomisé en double aveugle. Bon, bref, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend un médicament, on ne sait pas quel est le bon, et on va voir si ça a une efficacité. C'est bien pour un médicament. Mais comment vous faites pour un programme d'activité physique adapté pour dire « Ah ben non, moi j'ai pas fait l'activité physique, je suis dans le groupe contrôle ». Vous me suivez? Il est impossible de comparer un groupe en disant « On va tirer au sort, vous faites de l'activité physique et vous faites rien ». Et on va essayer de vérifier l'efficacité de ce programme. Ben, en fait, on sait très bien qui a fait quoi. Donc le double aveugle est impossible, mais en fait, ce modèle de validation du médicament a été conçu pour le médicament, pas pour les interventions non médicamenteuses. Donc ce modèle recommande des études effectiveness, et donc vous pourrez trouver, je dirais, le site à la fin. Et un autre élément important, c'est les études d'implémentation. Chez nous, dans notre domaine, c'est pas parce que ça marche en Chine que ça marche nécessairement en Bretagne, à Montpellier ou ailleurs. Et tout l'enjeu est de faire des études d'implémentation, et donc on a fait des recommandations. Donc en tout, c'est 77 recommandations pour que les scientifiques puissent avancer concrètement sur quelle production et quelle intervention non médicamenteuse. Donc je passe tous les détails de ça. Tout l'enjeu, en fait, et pour qu'on puisse discuter, ce schéma, il est horrible, mais il veut dire quoi? Il veut dire qu'on est à l'orée d'un vrai changement, vraiment de paradigme dans la prise en charge, dans l'accompagnement des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, en disant il y aura effectivement des interventions non médicamenteuses qui vont être intégrées dans le parcours, exactement comme dans le cancer, sur lequel ces maladies, elles sont complexes, et parce qu'elles sont complexes, elles ont besoin de solutions non médicamenteuses, complémentaires d'autres traitements. On n'est pas là contre, on est là avec, au contraire, pour potentialiser la qualité de vie du malade, sa santé, mais aussi son espérance de vie en bonne santé et son autonomie. Donc on fait un congrès tous les ans, ce sera l'année prochaine. Je voudrais simplement dire que effectivement notre réflexion devient vraiment depuis 2023 extrêmement importante, et qu'on touche vraiment tous les domaines de la santé, et qu'effectivement on a peut-être besoin de vous également pour nous aider à convaincre les autorités de dire que derrière finalement la construction
l'identification, la différenciation des interventions. Donc en gros, faire un Vidal des INM, hein, si vous connaissez, donc l'idée de faire un Vidal des INM, que tout le monde ait accès et que effectivement après les choix soient faits par les établissements, par les médecins, pour dire effectivement pour tel cas je peux arriver à le faire. Et pour l'instant on l'a pas fait, mais tout l'enjeu c'est effectivement d'arriver à construire ce registre, ce référentiel national des interventions non médicamenteuses, et on va être aidé par l'INSERM pour aller au niveau européen et pour avoir des financements, pour mettre tout le monde un petit peu autour de la table, pour fabriquer ces interventions non médicamenteuses. Et demain, vous n'aurez plus un musicothérapeute, un psychologue ou un diététicien, mais vous aurez un diététicien et un programme peut-être spécifique de diététique. Vous aurez peut-être donc une méthode particulière de psychologie, et il en existe, dont on pourrait parler, ou d'autres éléments, et la recherche est là pour avancer. Merci de votre attention. Merci beaucoup Grégory Nino, et c'est bien noté pour l'Institut Desbray. Bon, j'imagine que vous avez beaucoup de questions ou de réactions face à ces deux très belles présentations. Donc, on a prévu un temps d'échange d'une petite demi-heure, donc n'hésitez pas à lever la main et un micro vous sera apporté, que ce soit donc sur l'unité frégate qu'on aimerait voir se développer un peu partout, ou bien sûr sur cette reconnaissance des interventions non médicamenteuses. Oui, au fond de la salle, on vous écoute. Oui, bon, c'est très intéressant. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses depuis la présentation avant la pause et par cette présentation. Mais je m'interrogeais sur le fait de savoir, est-ce que France Alzheimer travaille en coopération avec des structures analogues en Europe? Parce que voilà, l'Alzheimer, ça concerne pas seulement la France, ça concerne tous les pays de l'Union européenne. Et je voulais savoir comment la France se situait, quel est l'état d'avancement, est-ce qu'il y a des échelles de comparaison, voilà, est-ce qu'on a des éléments statistiques sur ce qui se fait à titre de comparaison dans d'autres pays européens? Merci. Merci beaucoup. Peut-être Grégory, un élément de réponse, et puis je demanderai à Lorraine ou Angela ou au président de répondre. Il y a un réseau européen qui est effectivement collaboratif sur notamment les interventions non médicamenteuses, en effet. Et comment se positionne la France? Allez, on va dire qu'elle était un petit peu médicament centrée, pour le faire politiquement correct, et qu'il y a une évolution significative, effectivement, et ce réseau est en train de dynamiser les choses, et ce dont j'évoquais, en tout cas sur le programme européen, de faire vraiment une méta-collaboration pour arriver à faire en sorte que ce modèle devienne le cœur de l'activité des chercheurs, c'est véritablement encore en cours. Merci beaucoup. Angela, je vous invite à répondre aussi. Donc Angela Bradshaw, je rappelle que vous êtes directeur de la recherche et des politiques Alzheimer Europe. Merci, et merci pour la question. Donc, on peut effectivement témoigner que France Alzheimer fait partie de nos membres. Donc, on transmet ces messages que moi, je suis là en train d'écouter ici en salle, mais aussi en ligne. Mes collègues sont là en train d'écouter ces propos, et on va les transmettre à l'échelle européenne. J'ai pas pu dire avant, mais en fait, on a un groupe d'eurodéputés, de plus que 90 eurodéputés, qu'on reconstruira l'année prochaine avec le nouveau Parlement européen. Et parmi eux sont des eurodéputés français, 11, voilà. Et c'est à travers le travail que Lorraine et ses collègues ont fait qu'on a ce groupe d'eurodéputés. Donc les choses qu'on entend ici, les témoignages qu'on recueille de vos propos, on les transmet à ces audiences. À part ça, à l'échelle européenne, par rapport aux interventions psychosociaux et aux INM, c'est un nouveau acronyme pour moi. En anglais, c'est quelque chose qui est assez établi. Il y a des réseaux de recherche à l'échelle européenne, dont la société dont vous faites part, et aussi, il y a aussi un réseau qui s'appelle Interdem. Chaque année, à notre conférence, on accueille ce réseau de chercheurs. Ils ont leur journée de recherche qui est juste avant la conférence, mais aussi ils ont des interventions pendant notre conférence. Donc on fait tout ce qu'on peut pour étendre la recherche, pas juste avec les médicaments, bien sûr c'est important, mais avec un peu de tout, avec Brain Health, avec les interventions non médicamenteuses en santé. Merci professeur. Et puis aussi les changements qu'on peut faire, chacun de nous, avec notre mode de vie. Boire moins, fumer moins, tout cela. Prévention, exactement.
J'espère que ça aide et je suis là pour toute la journée. Donc, si vous avez des questions spécifiques, je suis là pour recueillir vos témoignages. Donc, je suis à votre écoute. Merci. Merci beaucoup, Angela. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Ça m'étonnerait. Oui, je vois une question au milieu de la salle. S'il vous plaît. Bonjour et merci. J'ai une petite question sur le protocole essentiellement. Donc moi je suis psychologue et je suis très intéressée par les INM, l'accompagnement que ça peut proposer, l'accompagnement non médicamenteux. Qu'est-ce qui définit selon vous une INM? Est-ce que c'est finalement la qualité du professionnel, vous parliez du musicothérapeute qui est là, mais qui peut faire écouter. L'animation psychosociale, c'est très différent, c'est vrai. Néanmoins, un musicothérapeute peut choisir son dispositif de travail, utiliser la réminiscence, favoriser tout un processus d'association, de plaisir, de passer un bon moment. Est-ce que c'est la qualité du professionnel? Qu'est-ce que vous entendez par protocole aussi, et quels INM aujourd'hui vous validez en quelque sorte, et où ça commence, où ça s'arrête une INM en institution ou dans nos métiers à nous? Merci de cette question, elle est effectivement fondamentale. Il y a aujourd'hui l'idée du care et que la qualité de la relation suffit. Et l'OMS a fait passer cette idée que finalement, dans un établissement, dans une structure, le simple fait d'être empathique est suffisant pour avoir finalement un impact, et notamment un impact psychologique. Et les études sont en train de montrer qu'il y a des protocoles, entre guillemets, des psychothérapies, pour être plus schématique, bien plus performantes pour améliorer la cognition, et que par exemple, pour donner juste un exemple, mais un programme de stimulation cognitive va avoir un impact très significatif, et que pour moi, ce dont vous parlez, c'est essentiel, c'est un préalable en fait à l'intervention médicamenteuse, et il est important effectivement de le faire. Ensuite, ce que je suis en train de dire, c'est à la lecture de ce cadre scientifique, j'ai aucune prétention, et c'est là l'enjeu, de dire c'est à moi ou à nous de définir. On veut aller voir toutes les sociétés savantes, des psychologues, à la fois des gériatres et autres, pour dire maintenant on va se mettre d'accord, vous avez un cadre, dites-nous quels sont les éléments sur lesquels il y a des données consolidées. Et tout cet enjeu-là, c'est effectivement à partir de 2024, et donc on cherche dans notre société savante à trouver des collègues, à trouver des experts pour dire comment on va pouvoir identifier ces protocoles. Et le dernier point, c'est extrêmement important ce que vous avez dit sur le choix de l'intervention non médicamenteuse. Les discussions avec l'HAS avaient dit, ils nous ont un petit peu recommandé en disant vous devriez faire des parcours et insister sur quel est l'INM à quel moment du parcours. On pense que c'est une hérésie. On pense que c'est une erreur. Il faut faire confiance aux professionnels dans la phase, si vous voulez, d'évaluation, et pas que de diagnostic médical, mais d'évaluation, en disant quels sont les besoins des personnes, et de effectivement faire en confiance à ce staff local, parce que potentiellement l'INM idéale, elle n'existe pas dans tel ou tel département, dans telle ou telle ville ou dans tel ou tel village, peu importe. Le psy, par exemple, ne peut pas être formé à la stimulation cognitive, donc c'est pas la peine de dire que oui, effectivement, mais c'est pas une réalité. Donc l'enjeu, c'est d'avoir une différenciation entre ce qui va relever de l'évaluation des besoins, si on voulait être un petit peu schématique, ou de la demande également, si on était psychologue, et les solutions qui vont être proposées, sur lesquelles effectivement, nous, intervention de médicamenteuse, c'est qu'une solution. Et donc l'enjeu, c'est de laisser plus de latitude et plus de liberté. Et un point peut-être qu'on va réévoquer, c'est la lourdeur de ce que les autorités vous demandent après comme évaluation, comme contrôle qualité, qui devient absurde. C'est-à-dire d'avoir en permanence à justifier du fait que cette intervention fonctionne. Si elle est bien validée, arrêtons de réévaluer, de réembêter des personnes avec des tests dans tous les sens, puisqu'on sait que ça marche. Est-ce qu'on se pose la question dans le médicament? Jamais. Donc je ne vois pas pourquoi, pour les interventions médicamenteuses, il faudrait 25 contrôles, 25 évaluations, et donc il y a eu beaucoup de financement dans les ARS, et moi je viens de Languedoc-Roussillon, sur lequel il y avait un institut régional du vieillissement qui finançait ces opérations. Ils étaient tout le temps en train de demander, mais est-ce que la personne était avec des tests et des surtests et autres? En fait, on embolise les personnes sur des tests qui n'ont pas à être refaits, puisqu'on sait que ça marche. Vous voyez? Merci.
Une question là-bas, mais peut-être en attendant que le micro arrive vers le président de France Alzheimer Héros, Dr Thiriat, est-ce que je vous voyais acquiescer? Pour vous aussi, c'est compliqué cette évaluation, puisque vous êtes aussi dans un cadre d'expérimentation? Oui, vous avez vu une partie des données qui nous étaient demandées. Hein, tout est dans le détail. Après, c'est l'intérêt derrière que je vois. C'est par exemple, parce que j'ai présenté ces retours aux sociétés savantes de la SFGG et la SOFMER, et une des questions c'était, mais en fait, pourquoi il faut démontrer que la rééducation c'est efficace quand on a une démence? C'est vrai. On part de loin. Voilà. Mais comme je l'ai souligné dès le départ, il y a des préjugés. Et quand on va chercher dans la littérature, il y a quasiment pas d'études qui vient dire la rééducation quand on a des troubles neurocognitifs, c'est efficace. Donc, au moins d'avoir fait cette expérimentation, on a des preuves concrètes, et ce, quel que soit le stade de la maladie. Ça, je ne suis pas rentré dans les détails également. Merci beaucoup. Oui, juste, il faut souligner que France Alzheimer est partie prenante, puisqu'il y a une évaluation en cours initiée par l'Union nationale avec le professeur Péric Bernard, disons, sur une activité de physique adaptée qui est le ping-pong. Donc on est partenaire pour évaluer et de continuer. Nous, sur l'Hérault, on va approcher très certainement l'équithérapie. Donc voilà, en gros, c'est important de dire que France Alzheimer contribue à épauler, disons, le bienfait de ces interventions. Merci beaucoup. Oui. Oui. Alors, je me lève, je suis toute petite et personne ne va me voir. Donc moi je voudrais dire que je suis absolument convaincue de ce projet, très professionnellement, puisque je suis cadre de santé, j'ai évolué pendant 9 ans auprès des personnes atteintes de cette maladie. Et je voudrais juste souligner que nous, en tant que professionnels, on a vécu ces projets, on a connu le balbutiement, on sait de quoi il s'agit. On en a fait le tour et on a encore des choses à apprendre. Cependant, les familles ne savent pas à quoi ça correspond. Parce qu'on reste très français et si on n'a pas pris notre petit comprimé le matin, on n'est pas bien. Donc on est très sur le plan médicamenteux pur et le non médicamenteux, ça paraît désuet pour certaines familles. Je pense qu'il faut avoir ce projet de leur expliquer et vraiment d'en faire le tour parce qu'ils restent sur une idée de l'occupationnel. Et c'est pas du tout de l'occupationnel, c'est vraiment du traitement. Et pour en avoir vérifié les effets, je reste effectivement, comme je le disais au départ, très convaincue. Mais il faut apprendre aux familles qu'il y a autre chose que des médicaments, des petits comprimés du matin. Merci beaucoup, vous êtes d'accord, j'imagine. Vous avez parlé de cette approche vraiment très centrée sur le médicament. Merci madame, c'est vraiment important parce que souvent on va associer encore une fois l'intervention médicamenteuse à un message de santé publique. Et il y a bien des protocoles et c'est bien des protocoles. Et je voudrais vraiment souligner à quel point France Alzheimer a été extrêmement actif pour faire que dans la stratégie nationale 2014-2019, il y avait écrit une mesure particulière, la mesure 83, qui était évaluer les interventions non médicamenteuses. J'aimerais bien qu'on fasse un bilan politique des financements qui ont été mis à la recherche sur le médicament et à la recherche sur les interventions non médicamenteuses. Je voudrais bien l'avoir. Et je crains effectivement que ce soit très limité. Et l'enjeu de demain, merci madame de la question, je pense qu'on a un vrai effort à faire de communication. Je ne sais pas comment, je suis qu'un universitaire vraiment, mais de communiquer, comment on communique le mot INM, comment on fait que demain, RATP ou INM c'est pareil dans la tête de tout le monde et qu'effectivement on sait que c'est bien une action complémentaire, qu'on n'est pas là pour être contre, alternative ni quoi que ce soit, on n'est pas dans les médecines alternatives, mais on est bien dans quelque chose qui doit être conventionné et conventionnel. Je suis qu'un universitaire et c'est peut-être avec vous et vous serez très fort si vous l'avez fait déjà en 2014-2019 pour le continuer. Je sais qu'Étienne Hirsch fait beaucoup d'efforts pour arriver au niveau du ministère de la Santé. On en parle au ministère de la Santé, mais quand je suis dans le groupe du ministère de la Santé, c'est surtout pour les médecines non conventionnelles et pas pour les interventions non médicamenteuses. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Le corps médical aussi, effectivement. Oui, très rapidement, item 327, en 5e année de médecine, tous les médecins ont 20 heures de cours sur les interventions non médicamenteuses. Oui. Oui. Depuis 2020.
Oui, bonjour. Je voudrais savoir Alors, je ne vous vois pas, exactement en quoi consistent ces interventions non médicamenteuses. Je n'ai pas bien compris. Quels sont exactement les intervenants? Alors, le profil peut-être vous voulez illustrer Nous, dans le service, par exemple, on a une multitude de professionnels et chacun va avoir une intervention non médicamenteuse spécifique. L'ergothérapeute va faire des ateliers cuisine, par exemple. Et à travers cette intervention non médicamenteuse, il y a tout un travail de réadaptation en fait, à planifier des fonctions, à travailler les fonctions exécutives par exemple. Les éducateurs d'activité physique adaptée, l'activité physique adaptée est une intervention non médicamenteuse. Donc il y a le programme de rééducation, mais ça peut être aussi dans la semaine un atelier d'activité en groupe, parce qu'on ne peut pas faire que de l'individuel aussi. Et dans ces ateliers en groupe, souvent c'est là où on fait ces INM. Voilà. Donc il y a de la cuisine, il y a l'activité physique adaptée, il y a aussi des fois de la musicothérapie qui est utilisée, mais avec une indication spécifique par exemple. En cas de crise psychocomportementale, on sait que cette intervention brève va permettre d'apaiser rapidement le patient. Donc on peut avoir recours à la musicothérapie, mais pas à tout va, ça a une indication spécifique, comme dans un protocole. Merci beaucoup, monsieur. Oui, bonjour à tous et merci pour toutes ces informations. Nous, il y a très longtemps qu'on se penche justement sur ce type d'accompagnement, puisqu'il s'agit bien d'un accompagnement, puisque dans nos ateliers relais, mais aujourd'hui dans les groupes d'entraide, ce sont également des choses qui sont très présentes chez France Alzheimer. Mais comment concilier justement, puisque vous parliez tout à l'heure d'une analyse ou je dirais d'une évaluation à titre personnel, comment faire en sorte qu'on retrouve éventuellement l'effet groupe qui, pour nous, reste peut-être l'une des premières thérapies, justement, puisque vous parliez de bien-être. Et du coup, comment on peut concilier tout ça dans tous les cas de figure? Merci. Il y a des interventions non médicamenteuses qui ont été validées en groupe, en fait, et elles ne peuvent être performantes, effectivement, si elles sont en groupe. Et en revanche, je voudrais encore insister sur l'activité sociale à côté, qui est une activité sur laquelle, évidemment, on est bien là pour les relations et jusqu'à des pratiques spirituelles qui sont peut-être intéressantes, mais qui sont à côté et sur lesquelles on peut les faire ensemble. C'est vraiment deux éléments différents. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Donc, je suis aidante et puis je suis également membre de la Société française de soins palliatifs dans le groupe sur les INM justement et dans le groupe des bénévoles en soins palliatifs. Et donc j'ai deux questions pour Monsieur Thieria. Il y a 17% de décès que vous avez dit dans votre... 2%. Ah, j'avais compris 17%. Bon, en tout cas, la question c'est le lien entre votre protocole et les soins palliatifs. Et Monsieur Nino, quand vous dites que la qualité de la relation suffit est un préalable, notre question, nous, c'est de savoir si ça ne serait pas en elle-même une intervention non médicamenteuse, puisque l'écoute et la présence du bénévole a un effet sur la souffrance globale de la personne accompagnée. Merci. Merci à vous, Dr Thieria. Oui. Concernant le service, alors les 2% de décès, c'est des cas assez exceptionnels parce que alors c'est une population très fragile. On a eu 2 épidémies aussi de Covid sur cette année-là, donc d'où un taux de décès et de transfert qui était assez important. Mais en fait, on n'a pas gardé les patients en situation de soins palliatifs, tout simplement parce qu'on avait une médecin experte en soins pal. Et donc quand la situation se dégradait pour le patient, on orientait dans le service voisin où il y avait les lits de soins palliatifs. C'est uniquement des situations où on se disait on peut accompagner le patient, la famille, il y a pas trop de patients avec des troubles psychocomportementaux sévères dans le service, ça reste gérable parce que c'est compliqué aussi d'assurer du soin palliatif quand on a des troubles psychocomportementaux à côté. Merci beaucoup, professeur Nino, sur la présence des bénévoles. Bon, je vais commencer par, évidemment, dire que le monopole du care, ça n'existe pas. Hein. Vous n'avez pas le monopole du care. Ça vous rappelle des choses peut-être, hein, pour ceux qui sont nés au siècle dernier. En tout cas, notre modèle est soutenu par le Centre national de soins palliatifs et de la fin de vie. Et on pense que c'est effectivement un élément important de soigner et que la relation soigne en elle-même. Mais par contre, aujourd'hui, cette qualité de la relation, le petit-fils, le patient expert et
énormément de personnes sont en train, effectivement, de se former à cette qualité-là. Et je ne le remets pas en question. Évidemment que ça a un impact significatif sur la manière dont l'intervention non médicamenteuse va être délivrée dans une activité culturelle ou dans une activité de santé. Mais dans une activité de santé, une des particularités, c'était la question tout à l'heure de Madame la psychologue, en disant oui, mais il y a un protocole, il y a quelque chose qui va effectivement cibler et précis avec des doses, avec des quantités particulières que effectivement on ne peut pas avoir dans quelque chose qui est simplement essentiel, qui est effectivement l'idée de cette alliance. Mais de l'alliance, il faut aller plus loin. Et donc, les interventions non médicamenteuses vont y contribuer. Peut-être que je ne l'ai pas dit, mais ça va être important pour l'assurance maladie de dire qu'il y a un temps de contact à psy, diététicien, ergothérapeute, bah finalement, c'est un forfait. Ils n'y voient pas très clair. Si on y met un protocole, en résumé, un acte, on va pouvoir financer plus précisément. Et donc, ça veut dire que demain, et l'assurance maladie et les mutuelles vont se lancer dans l'idée de remboursement d'intervention, donc d'actes. Merci beaucoup. On avait une question. Oui, j'ai deux questions. La première question concerne, selon vous, pourquoi la France, sur le Caire, a du retard? Est-ce que, pardon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la France, sur le Caire, a du retard? Je pense qu'il y a une responsabilité aussi du corps médical. Moi, je l'ai mieux connu sur le sujet des soins palliatifs, mais sur votre sujet, moi, je voudrais avoir vos analyses sur ce retard que nous avons en France. Et la deuxième question, sur la recherche, est-ce que votre discipline, vous avez pu bénéficier d'appels à projets à l'ANR, à l'Agence nationale pour la recherche, et comment l'INSERM est structurée sur ce sujet-là? Merci. Évidemment, Hélène, en 1 minute maximum. Votre question est essentielle. J'en ai fait un bouquin de 200 pages en 2019 sur pourquoi la médecine française a aussi influencé les patients pour dire que finalement, il faut attendre la molécule. Et on va toujours attendre très longtemps pour trouver la molécule, et si on ne la trouve pas, on attend. Et ça s'est passé dans plein de pathologies. Donc, vraiment, c'est un sujet majeur. On a pensé effectivement, et on a fabriqué des médecins qui étaient des ingénieurs du médicament. Je le dis violemment, et j'espère qu'il n'y a pas de médecins dans la salle, mais c'était une vision un petit peu réductrice, je plaisante, mais en tout cas une vision réductrice, et sur lequel le médecin généraliste est débordé quand il n'a pas de médicament, il ne sait pas quoi dire. Et tout l'enjeu, c'est de lui fabriquer une deuxième corde, et il a plein d'autres cordes, évidemment, la chirurgie ou autre, mais en disant que là, il y a une corde complète, et sur lequel il va pouvoir ouvrir un tiroir. Mais voilà. Et donc sur la deuxième partie, la recherche, c'était effectivement, peut-être grâce à vous, et je le dis, hein, sur la mesure, en tout cas 83 du plan Alzheimer, en disant on va faire de la recherche, et ça a été inscrit dans la stratégie nationale de santé également, et enfin, l'INSERM fait autre chose que des souris et de la biologie, elle fait aussi des interventions nutritionnelles et autres, et donc ça a pris une ampleur. Notre unité INSERM donc est en train de proposer un projet, notre société savante aussi est en train de proposer cette évaluation au niveau européen. Le seul problème, c'est qu'au niveau européen, il faut arriver à trouver les bons contacts pour cette harmonisation-là. Et comme je le disais, la difficulté, c'est qu'on avait 46 modèles. Et donc tout le monde est perdu dans cette histoire. Et effectivement, et donc pour finir de répondre à votre question, sur les financements, ben, les gens ne fléchaient pas des appels d'offres. Et donc moi, je n'en ai jamais obtenu, effectivement, à partir du CNRS par exemple, ou de l'ANR, en disant « mais non, vous n'êtes pas suffisamment ciblé ». Mon problème, c'est qu'on est interdisciplinaire. Il y a des psychologues, il y a des diététiciens, il y a des gens qui travaillent sur la motricité. Et donc ces gens-là, finalement, ils ont besoin, l'intervention non médicamenteuse, elle fait non pas agir une cible thérapeutique, mais quelque chose de beaucoup plus large. Elle est multimécanistique. Donc en fait, on a besoin de former, d'acculturer en tout cas à notre champ, et c'est la raison pour laquelle on est aussi divers dans notre groupe de recherche, et qu'il faut à la fois des épidémios, à la fois des spécialistes neuro, mais aussi d'autres types de disciplines. Merci de la question. Merci beaucoup. Oui ? Il y a une intervention tout à l'heure de Madame la cadre de santé sur les résistances ou les méconnaissances des familles par rapport aux pratiques non médicamenteuses, et je voudrais compléter cette intervention en montrant le deuxième volet de ce problème,
qui est que dans d'autres circonstances, ce sont les aidants qui voudraient avoir des protocoles de stratégie non médicamenteuse et qui doivent se battre contre les structures d'EHPAD et aussi savoir comment tenir le malade, le patient, le proche à bout de bras dans des UCC où les gens en ressortent beaucoup plus malades qu'ils ne sont entrés 4 semaines auparavant. J'ai l'expérience d'un monsieur que je soutiens et qui, au bout de 4 semaines d'UCC, est ressorti plié en deux, ne pouvant plus marcher, totalement shooté de neuroleptiques, que l'EHPAD ensuite a continué aveuglément à administrer. Et sur ce plan, je pense que les aidants sont extrêmement impuissants, ne savent pas à quelle porte frapper, car ils sont en prise finalement à un dialogue de sourds avec un certain nombre de personnes du corps médical qui leur disent que c'est très très bien les neuroleptiques parce que le patient a été un peu agité et qu'il fallait donc qu'il puisse se réinsérer calmement dans l'EHPAD. Et je voudrais, par cette question aussi, savoir si on peut, en tant qu'aidant, car je ne suis pas toute seule, je connais 2 ou 3 personnes qui sont dans le même cas, frapper à des portes pour avoir de l'aide par rapport finalement à une surdité sur le plan des structures qui, au contraire, devraient nous aider. Merci pour votre témoignage. Je demanderais peut-être une réaction à tous les deux. Docteur Thiriat. Normalement, dans le milieu médico-social, justement, il y a des structures qui sont censées exister et être adaptées, où il peut y avoir des interventions non médicamenteuses, un accompagnement pour diminuer et limiter les traitements. C'est quand même les unités d'hébergement renforcées. Si la personne a dû passer dans une unité cognitivo-comportementale, elle devrait être orientée vers une unité d'hébergement renforcée dès lors que, en sortant du CC, ils n'ont pas réussi à améliorer, apaiser la personne, trouver la solution. Mais chaque situation est unique. On n'a pas, c'est pas parce qu'on va aller en UCC que malheureusement on va trouver, la personne va ressortir, n'aura plus de troubles majeurs du comportement. Et c'est là derrière que généralement les UHR sont là pour les accueillir. Alors. Je pense qu'il y a une incompréhension partielle. Je ne dis pas ce que j'ai dit, c'est que la personne dont je suis très proche et que je tiens comme je peux à bout de bras n'a pas été aidée par l'UCC, mais son état a en 4 semaines empiré plus vite qu'en 1 an. Donc c'est grave. Et en fait, je ne pense pas que votre réponse proposant une unité renforcée soit la solution. Ma question c'est, quand on voit ça en tant qu'aidant, et quand le discours du service, que ce soit l'EHPAD ou l'UCC, n'aide pas l'aidant, alors que faut-il faire? Parce que je pense qu'une unité renforcée ne sera absolument pas la solution. Merci. Là, après, normalement, il y a des contrôles. Ce sont les instances, l'ARS. Alors, ça sort de mon domaine, hein, mais toutes ces unités qui ont des financements spécifiques pour réaliser ces missions, je pense que c'est là où c'est les instances, les autorités qui devraient intervenir. Je voudrais juste rajouter sur la partie aidant. Je crois qu'il y a des interventions non médicamenteuses à développer pour que la vie des aidants soit facilitée et qu'on a besoin de recherche pour savoir comment être un aidant, fonctionner correctement et effectivement pouvoir aider de façon constructive. Mais je ne réponds pas à l'autre partie qui n'est pas mon domaine. Merci. Une question? Oui. Tout d'abord, je n'avais pas du tout prévu de dire ça, mais je souhaiterais juste donner un petit témoignage par rapport à la dame qui vient d'intervenir. J'ai accompagné mon père pendant 10 ans, qui était atteint d'une maladie à Cordes-Lévy. Et chaque passage à l'UCC était un crève-cœur parce qu'effectivement, il ressortait plus mal que quand il était rentré. Jusqu'au moment où mon père nous a expliqué que c'est lui, en fait, qui demandait à rentrer à l'UCC quand il sentait qu'il allait passer un palier, parce qu'il savait qu'il allait se faire accompagner, qu'il allait être accompagné, et il savait aussi que de cette manière, il allait nous épargner, nous en tant qu'aidants. Donc je voulais juste apporter cette pierre au témoignage. Je ne sais pas si ça peut
donner un peu de sécurité et d'apaisement à cette dame, mais peut-être que l'UCC peut être aussi un passage pour aider à passer un palier. Moi j'avais prévu d'intervenir par rapport à la dernière slide du professeur Nino, qui a fait, pour moi ça a été un peu une révélation, et je me suis dit, j'ai vu dans la dernière slide que vous avez présentée, le modèle RSE, donc le modèle de responsabilité sociétale des entreprises, sur lequel vous avez rajouté l'impact sanitaire. Et je me suis dit, dans l'actualité, que ça pourrait être une très belle façon pour nous de nous aider, nous aidants, à communiquer sur les interventions non médicamenteuses et à les plébisciter et peut-être aussi à les modéliser parce que j'y vois là une façon très dans le sens de l'histoire de les présenter. Merci beaucoup. Merci Madame. Je pense que vous avez peut-être vu le document qui est sorti sur la stratégie mondiale de la santé française. Et avec l'idée qu'on doit effectivement aller vers une santé globale, et sur lequel ce qui est intéressant, c'est que l'UNESCO parle de santé et de développement durable, et de l'autre côté, l'OMS parle de santé, mais essentiellement de soins, pas de prévention. Et la prévention, elle est un peu entre les deux. Et quand on a présenté effectivement cette diapositive en montrant à quel point une intervention non médicamenteuse a des impacts qui sont de tous les niveaux, mais y compris sur la qualité de vie des soignants, qui sont souvent humiliés, mis de côté en disant qu'ils sont impuissants, ainsi de suite. C'est effectivement un retournement vers un cercle vertueux qu'on est en train de construire. Et effectivement, pour avoir ma maman dans un établissement et qu'elle a la maladie d'Alzheimer, je pense que, et je vais finir là-dessus, mais en tout cas, l'épreuve qu'on a tous traversée, que vous avez peut-être traversée, qui s'appelle le Covid, et la manière dont on a enfermé des corps, on a oublié les personnes, on les a enfermés, je ne sais pas vous, hein, mais c'était absolument horrible de voir ma maman à travers une vitre sur laquelle elle me disait, mais la Covid, je m'en moque, c'est pas grave, mais au moins fais-moi un bisou. Ah ben non, désolé, parce qu'il y avait vraiment une frontière, et je vois qu'au Canada ça a été la même chose, et ainsi de suite. Je pense qu'il est temps effectivement qu'on revoie ce qu'est la globalité de la personne, et qu'il y a des solutions, et ces solutions, elles sont médicamenteuses, mais elles sont aussi potentiellement de réflexion sur les établissements, et elles sont aussi des INM. Merci. Alors, on va prendre la dernière question. Oui, bonjour. C'est pas une question, c'est un petit peu une réaction. Je suis désolée, je vais bredouiller, j'ai un petit peu peur de parler en public. J'ai été touchée par la dame qui a parlé de la sortie du CC, je sais pas où elle est exactement, et de la solitude dans laquelle les aidants se trouvaient. Avec Claudine, avec qui je suis là juste à côté, on s'est retrouvés face à ça, parce que je suis aidante de mon papa qui a 61 ans, qui a été diagnostiqué il y a 4 ans. Et en fait, on peut tous faire quelque chose, je pense, chacun à notre échelle en tant qu'aidant. Nous, déjà, on s'est dit qu'on allait créer cette chose, donc une association qui allait accueillir 3 fois par semaine les personnes malades entre 40 et 75 ans en fonction de leur autonomie, parce qu'on reste une association, on n'est pas professionnel, et permettre aux aidants d'avoir un petit peu de répit et mettre en place des groupes de parole. Mais ça, je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'être professionnel en fait pour mettre en place des choses comme ça. Je pense que déjà, quand on est empathique et qu'on est dans le désir de partager et de s'entraider, on peut faire des choses, et des choses qui sont concrètes, parce que c'est vrai que vous parlez beaucoup de choses qui vont être faites, qui vont être mises en place, mais nous, en tant qu'aidants, dans la vie de tous les jours, on est seul et on est parfois triste et en colère, mais vraiment, on est très seul. Et on est un peu dans le désespoir parfois, mais je voulais dire que des fois, on peut aussi mettre en action certaines choses. On peut aller chercher aussi des professionnels. Nous, dans l'association, on va avoir des psychologues, on va avoir des sophrologues, on va avoir des psychomotriciennes, on va avoir voilà, plein de professionnels pour prendre soin de nos parents et aussi des aidants. Mais on peut vraiment, c'était juste pour dire qu'on pouvait vraiment mettre en action des choses, et pas des choses qui, pour nous, aidants dans la vie de tous les jours, sont des choses qui sont très loin, en fait, finalement. Je vous entends depuis tout à l'heure, et pour moi, c'est très loin ce que vous racontez et ce que vous dites. Mais voilà, bref, je me mélange un petit peu, mais dans le concret, en fait, on peut vraiment faire des choses, on peut vraiment mettre des choses en place,
on peut créer du réseau professionnel. Et voilà, c'est faisable en fait. C'est simplement ce que je voulais dire. Je suis désolée si j'ai pris un peu de temps. Non, voilà. C'était très clair. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je pense que, voilà, en même temps, vous êtes d'accord. On peut faire beaucoup de choses. Comment vous réagissez quand on vous dit c'est très loin de... Je voudrais dire que c'est pas vrai quand même. Il y a eu des avancées significatives. Je suis pas d'accord. Enfin, la présentation vous a montré à quel point les interventions non médicamenteuses rentrent simplement. Pour l'instant, on ne connaît pas encore le mot. Et il y a plein d'initiatives. Et ces initiatives vont se structurer. Mais il y a plein d'énergie depuis déjà longtemps. Docteur Thiriat, Ah non, je rejoins parfaitement. Donc... Très bien. Eh bien, écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous applaudir et à vous remercier. Merci vraiment énormément à tous les deux. Et donc, nous allons déjeuner. Oui, Président, je vous en prie. Le micro, s'il vous plaît. Vous parliez d'une association, laquelle? J'ai envie de vous dire que France Alzheimer, c'est tout ce qu'on fait. Et c'est vrai que je suis un ancien commerçant, peut-être que je fais le VRP de France Alzheimer, mais si vous regardez tous les cahiers de modélisation que nous avons plus de 15 actions qui sont modélisées, financées par France Alzheimer. On est en plein dans l'action du soin non médicamenteux. Je ne sais pas, quand vous n'avez pas cité l'association, moi je vous dis, les portes de France Alzheimer vous sont ouvertes. Merci. Je propose qu'on poursuive peut-être autour du déjeuner pour ne pas prendre trop de retard. Et on se retrouve donc à 14h pour la table ronde sur Alzheimer et génétique. Merci beaucoup et bon appétit à vous.